Faut-il traiter les personnes neuroatypiques différemment en psychothérapie? Et si oui, comment? Voilà la question que nous avons posée à 2 psys et une neuropsy durant les tables rondes de la psychothérapie. Avant de commencer, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Que vous soyez patient, professionnel de l'accompagnement ou tout simplement curieux de la psychologie et de ce qui se passe en séance de psychothérapie, je vous invite à vous inscrire gratuitement à la lettre psy. Toutes les 2 semaines, Catherine et moi, on vous envoie 3 articles et une citation en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Catherine s'occupe des sujets pointus et moi je fais les sujets un peu plus légers. Donc il y en a pour tous les goûts. Pour vous inscrire, c'est gratuit et quelques secondes suffisent. Rendez-vous sur notre site internet catherinelapsy.com et je vous laisse un lien en description. Donc on est parti pour cette 3e conférence de table ronde et là on va parler des neuroatypies. Donc bien sûr, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, on va voir ce que c'est. Mais est-ce que c'est important ou pas de savoir s'il y a des neuroatypies quand on fait de la psychothérapie? Donc pour ce débat, nous avons 3 intervenants. Donc Myriam que vous avez vu ce matin, qui est Lou de Vivo, que vous connaissez peut-être sur Instagram et TikTok, surtout un gros compte TikTok, qui fait de la thérapie d'enfants notamment, mais aussi du coaching. Tu nous as dit ce matin que tu faisais du coaching. Marie, tu es donc psychologue en libéral. Toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais tu reçois des patients qui ont des traumatismes. Donc, tu es spécialisée en psychotrauma, donc tu fais de l'EMDR et tu travailles aussi avec la dissociation structurelle et la thérapie des schémas. Et puis Lauralie, toi tu es neuropsy, tu travailles avec, on travaille ensemble au cabinet. Vous la connaissez peut-être parce qu'on a fait un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps ensemble sur le trouble de l'attention. Le trouble de l'attention, voilà, tout à fait, qui fait partie des neuroatypies justement. Voilà, alors du coup, la première question que j'aurais envie de vous poser pour que ce soit un peu plus clair pour les personnes qui peut-être ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est une neuroatypie? Qu'est-ce qu'on appelle neuroatypie en psychologie? Non, ce qu'on entend dans tout ce qui est neuroatypie, c'est vraiment une perturbation du fonctionnement normal, on va dire, de l'encéphale, qui va engendrer au final des éléments 10 par rapport à des troubles, enfin des difficultés de fonctionnement de certaines zones au niveau cognitif, qui vont engendrer ce qu'on peut entendre dans le quotidien, tout ce qui est 10, troubles de l'attention, TSA et ainsi de suite, par rapport à une altération fonctionnelle qui n'est pas due à une lésion, qui n'est pas due à une carence, qui n'est pas due à un trauma psy et ainsi de suite, qui, on va dire, va créer une perturbation fonctionnelle dans le quotidien. Ensuite, pareil, pour poser un trouble neuroatypique, il faut s'assurer que tout le reste fonctionne bien, tant au niveau visuel, au niveau oral, aussi au niveau bien-être et ainsi de suite, pour pas confondre un symptôme avec un syndrome ou un retard d'aptitude qui peut se réguler avec le temps parce que la zone est toujours fonctionnelle. Donc voilà. C'est le cerveau qui a quelque chose qui fonctionne pas de manière comme la plupart des gens, quoi. C'est ça. Grossièrement, quand il y a un trouble neuroatypique, en fait, il faut savoir si vraiment on caricature tout ça. Pour faire une tâche, il y a grossièrement un réseau, donc une ampoule qui va s'activer, grossièrement, si on fait une image. Et le problème, c'est que quand cette ampoule est dysfonctionnelle, on ne peut pas faire la zone. D'où un dyslexique a du mal à traiter le langage écrit, un dysphasique à décoder le langage oral, un problème attentionnel par rapport à un manque de dopamine dans le cerveau va pas réussir à avoir une bonne activation pour avoir une endurance de concentration et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le cerveau va vouloir compenser en activant d'autres zones pour compenser, mais ça ne remplace pas la zone initiale qui n'est pas fonctionnelle. Par contre, derrière, prenez un enfant, par exemple, on questionne sur un trouble de l'attention, donc il manque de la dopamine sur cette petite zone-là. Si vous prenez un enfant qui était surexposé aux écrans ou qui n'a jamais appris à se concentrer, il va avoir des symptômes attentionnels, sauf que l'un, c'est un dysfonctionnement de la dopamine dans notre cerveau-là, alors que l'autre, c'est un retard d'apprentissage de la zone n'est pas dysfonctionnelle, et donc avec une bonne rééducation adéquate, quand c'est récupéré, c'est récupéré. Et si derrière on parle après du psy, des yeux et ainsi de suite, on peut aller très très loin dans un même symptôme et des origines différentes. Donc voilà. Tu veux dire qu'il y a plusieurs types de neuroatypies en fait? C'est pas qu'un seul type de fonctionnement cérébral? Il y a plusieurs types de neuroatypies en fonction des zones cérébrales qui sont touchées. La zone pour le trouble de l'attention, c'est une zone bien spécifique. Les éléments pour de la dyslexie, c'est une zone bien spécifique. Les éléments pour une dysphasie, c'est un élément bien spécifique, et ainsi de suite. Mais c'est pas parce qu'on a un trouble 10 que ça fait qu'on ne peut pas avoir les autres. On peut avoir plusieurs troubles 10. Oui, parce que ça peut être associé. Exactement. Ça peut s'associer. Et parfois, un retard, par exemple, je n'arrive pas à me concentrer sur une dysphasie, peut amplifier un symptôme, et ainsi de suite. Et si pareil, vous n'avez pas les bonnes lunettes ou le mouvement de l'œil qui ne fonctionne pas, ça va amplifier aussi un élément, un neuroatypie. Si vous avez un problème au niveau émotionnel, psychologie, attachement autre, ça peut provoquer des symptômes aussi embêtants dans le quotidien. Et on n'est pas toujours sur du neuroatypie ou majoré un neuroatypie.
repérer une neuroatypie, c'est pas en lien avec les symptômes, c'est en lien avec le fait que le cerveau ne fonctionne pas, je mets entre guillemets, normalement, enfin en tout cas comme la plupart des autres personnes. C'est ça que... Ça va être- Oui, ouais. et moi je dirais il y a une question d'intensité et de fréquence. Parce que à certains moments, on peut avoir un impact, je sais pas, on est plus anxieux et du coup on va avoir plus de difficultés au niveau cognitif, mais ça veut pas dire qu'on présente un fonctionnement neuroatypique. Ou si on a des traumas, ça peut être aussi impacté. C'est ça. Ce qui va faire qu'on va parler d'un trouble neurodéveloppemental, c'est qu'il y a vraiment il y a une intensité, il y a une fréquence dans le quotidien d'éléments Mm. qui est perturbé ou impacté au niveau fonctionnel. C'est vraiment le fonctionnement en fait. Et c'est pas chronique, c'est pas environnemental, c'est pas réactionnel. Donc en fait, derrière, ce qui va aller questionner le neuroatypisme, c'est qu'on va trouver un problème, une plainte, un trouble dans le quotidien. On va aller regarder que tous les symptômes qui rentrent dedans sont présents. Parce que par exemple, si c'est je n'arrive pas à me concentrer ou mon enfant est hyper actif à la maison mais à l'école ça bouge pas, alors déjà il y a un élément contextuel, donc même s'il y a un trouble de l'attention, il y a quelque chose d'autre qui est là pour parasiter le problème en fait. Donc c'est pour ça que les symptômes sont importants, mais c'est les symptômes qu'on va dire ok on est sur tel neuroatypisme, ou on est sur ça, ou ça associé, ou parfois on est sur une mauvaise piste, et donc c'est émotionnel et c'est pas neurodéveloppemental. D'où l'importance de travailler ensemble. Donc, vous toutes les deux, vous travaillez de manière spécifique un peu avec les neuroatypies. Toi, Marie, est-ce que tu travailles différemment avec des personnes qui ont des neuroatypies ou pas forcément? Je sais pas si je travaille différemment, je sais que je le prends en compte parce que réussir à connaître le fonctionnement de la personne permet de travailler différemment et juste de le prendre en compte aussi, de connaître pourquoi est-ce qu'il réagit de telle manière. Et alors, je pense pas que je fasse de la remédiation cognitive, mais on bosse quand même sur les pensées, sur le comportement aussi. Et on va fouiller aussi tout ce qui est émotionnel. Qu'est-ce que ça peut lui faire d'être différent, de pas fonctionner comme le copain, que ce soit plus compliqué. Donc, on va vraiment aller travailler ça et tout l'environnement, l'entourage. Oui, et puis on en parlait un peu toutes les trois pendant qu'il y avait d'autres interventions sur l'aspect aussi comment parce que c'est des étiquettes et comment aussi ça peut venir l'idée c'est pas que ça enferme le fonctionnement et ça ne résume pas tous les comportements de l'enfant ou de l'adulte. C'est pas tout n'est pas lié et à lire dans le prisme de la neuroatypie. Et donc je pense que le savoir ça permet aussi d'orienter aussi le travail thérapeutique. Et de lier avec la vie de l'individu sur d'autres choses, en effet. Parce que si on voit des personnes qui restent vraiment dans cette case-là, il y a une impossibilité d'aller vers le changement ensuite, étant donné qu'il est de toute façon dans ce trouble, donc pour lui, il ne va pas en sortir. Alors que si, justement, il y a une possibilité de le travailler, de travailler sur d'autres points qui lui permet d'évoluer. D'être dans quelque chose de plus fonctionnel, puisqu'en fait, il va, même si le trouble neurodéveloppemental reste, finalement, on peut travailler la fonctionnalité et faire que c'est peut-être un petit point qu'on pourrait faire peut-être pour que ce soit très clair. Ce que vous dites, c'est en fait une neuroatypie, donc ce type de fonctionnement anormal du cerveau ne se traite pas. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas réversible. C'est pas réversible, mais on peut diminuer l'intensité avec de la rééducation ou un bon travail. Grossièrement, un dyslexique, ces trois zones-là qui sont plutôt dysfonctionnelles. Quand on fait un IRM fonctionnel sur des articles de recherche, sur des tâches de lecture, un normolecteur, donc sans trouble dyslexique, a ces trois zones qui vont s'hyperactiver et ce côté-là ne va pas s'activer. On met un dyslexique, il y a 3 points qui vont s'activer, et là on a tout le cerveau droit, donc tout l'hémisphère droit qui va se suractiver. C'est-à-dire que les zones ont appris une fonction auquel elles n'étaient pas dédiées pour compenser. D'où les biais de fatigue, parce que si pour une tâche, il me fallait une ampoule, si cette ampoule n'est pas fonctionnelle, je fais la même tâche avec cette ampoule. C'est comme la facture EDF, ça coûte plus cher en électricité. Et derrière, c'est vrai, à un moment donné, ça coûte de l'énergie au cerveau. En voiture, en seconde, à 11 000 tours, ça prend plus de carburant. Mais derrière, en fait, on va apprendre au cerveau à faire mieux, au prix que c'est émotionnel, et surtout, ça fait de la fatigue. Donc d'un côté, le trouble aussi va se montrer en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Mettez un dyslexique à l'oral, il peut vous montrer toutes ces connaissances qu'il a, mettez-le à l'écrit, il sera en difficulté. Donc au final, l'intensité du trouble 10, outre la personne, le côté psy, visuel, et ainsi de suite, va aussi être tributaire de l'environnement dans lequel il est. Si vous demandez à un dyslexique de montrer ses connaissances qu'à l'écrit, en effet, il va être plus qu'en difficulté, il va même être en situation de handicap par rapport à l'environnement dans lequel on le met. Par contre, on le met dans un environnement où on lui autorise l'oral, bizarrement, il sera plus en difficulté. Donc il y a aussi un gros biais environnemental dans le degré du trouble en dehors du degré initial de ce dernier.
Donc là, tu commences déjà peut-être à donner des pistes sur qu'est-ce qu'on fait du coup une fois qu'une personne a fait un bilan qui a confirmé que il y avait une neuroatypie, donc voilà, 10 quelque chose, TDAH, trouble du spectre autistique, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres choses peut-être Trouble du développement intellectuel. Ouais. de l'intellectuel. La dysphasie, la dyslexie, la dysgnosie, il peut y avoir la dysmnésie, le trouble d'attention. Il peut y avoir aussi le syndrome de Gilles de la Tourette. Ouais. Ok, c'est aussi un trouble neurodivergent. Alors du coup, chacune de vous, dans vos spécificités et dans les métiers que vous exercez, comment vous prenez ça en charge? Qu'est-ce que vous proposez aux personnes à qui on a dit, alors toi c'est toi qui leur annonce, mais pour vous les personnes qui arrivent dans vos cabinets et puis à qui on a dit qu'il y avait une neuroatypie, et voilà, qu'est-ce que vous leur proposez? Moi, en fait, dans le travail qu'on va avoir, pour moi, il y a trois modes d'action, pour moi importants à l'issue d'un bilan. Le premier, c'est le pré-diagnostic et surtout, on va dire, le côté un petit peu explicatif du symptôme pour que la personne apprenne à se connaître, apprenne à reconnaître ses symptômes, apprenne à savoir dans quelle situation il va être en difficulté. Pour moi, ça, c'est le premier objectif à régler. Le deuxième, qui est à moyen terme, c'est les adaptations scolaires ou les adaptations du quotidien qui doivent être mouvantes. Elles ne peuvent pas être figées dans le temps parce que l'enfant va grandir, la personne va grandir. Une même adaptation qui va marcher à un instant T va peut-être pas marcher dans 1 an ou dans 2 ans. Donc il y a quelque chose qui doit être mouvant au niveau du quotidien. Et pour moi, le dernier élément, c'est la rééducation. La rééducation, pour moi, doit être en fenêtre thérapeutique avec des objectifs. On sait que c'est un symptôme à vie. On ne peut pas se marier avec son patient pendant 6 ans d'affilée en rééducation. Émotionnellement, c'est trop compliqué. Surtout que derrière un élément de 10, il peut y avoir plusieurs prises en charge. Le trouble de l'attention, il peut y avoir de la psychoéducation, de travail en psychologie parce que la confiance en soi, c'est compliqué. Il peut y avoir du neurovisuel, il peut y avoir de la psychomote et ainsi de suite. Donc on peut passer déjà par plusieurs protagonistes pour travailler avec des fenêtres thérapeutiques parce que c'est énergivore pour l'enfant. Derrière, moi je trouve ça toujours intéressant de connaître l'impact de chaque chose dans le fonctionnement. Par exemple, pour un trouble de l'attention, si j'ai un problème au niveau des yeux, je vais pas aller rééduquer l'endurance attentionnelle de l'enfant en premier. J'ai déjà récupéré les yeux. C'est comme si je vide l'eau de la barque et je suis choquée qu'il y a encore de l'eau parce qu'il y a toujours des trous dedans. Donc c'est aussi déjà de hiérarchiser le parcours de soins par, on va dire, par priorité. Ensuite, si je vois que l'enfant, malgré qu'il y a un trouble de l'attention, il y a un énorme syndrome anxieux, pareil. Je vais aller travailler plutôt en psychologie en premier parce qu'en diminuant l'anxiété, je vais avoir plus de ressources pour travailler sur mon trouble de l'attention. Donc en fait, moi, c'est toujours la notion d'individualiser, de prendre en compte le besoin du patient et à ce moment-là, de l'impact du symptôme. Et c'est quelque chose finalement, toi, la première chose que tu fais, ça va être de voir avec quels autres professionnels tu vas travailler et après, éventuellement, proposer la rééducation. Donc la rééducation, c'est la remédiation. C'est ça, la rééducation cognitive, consiste qui n'est pour le cerveau. Et qui n'est pour le cerveau. Non, c'est de prendre des jeux, enfin moi je passe beaucoup par du jeu, pas du papier et crayon, mais des jeux de société auxquels je vais changer toutes mes consignes pour garder un côté ludique, parce que le côté émotionnel et lien thérapeutique, ça joue énormément dans l'effet de la récupération. Et derrière, c'est... De toute façon, pour agir au quotidien, notre cerveau est là pour qu'on agisse au quotidien. Donc prendre un jeu de société, changer la consigne pour aller chercher tel mécanisme à récupérer, en fait, c'est comme ça, enfin, c'est comme chez le kiné, en fait. On vous demande de bouger le poignet, vous faites chez vous, vous bougez votre poignet, et à la fin, vous pouvez retrouver... Tu bouges tes neurones, là. Et là, Ouais, je c'est ça. stimule les neurones. Et de votre côté, comment vous prenez ça en charge? Moi, mon approche, elle est... je vais beaucoup travailler le relationnel parent, puisque, en fait, ok, il y a le trouble neurodéveloppemental qui est diagnostiqué. Alors déjà, il y a tout le côté pré-diagnostic, parce que parfois, les gens n'ont pas encore fait les démarches, et du coup, des fois, il y a, ok, on va peut-être aller consulter pour vérifier quand même et faire les bilans. Mais il y a aussi tout le côté relationnel et attachement qui est en lien, parce que si on prend tout ce qui est phénomène de dysrégulation émotionnelle où les émotions prennent une place énorme, quand il y a des difficultés d'accordage dans la relation, de compréhension, en fait ça va accentuer, c'est ce que tu disais Lauralie, c'est que ce qu'on va observer, ça va être encore plus fort. Donc du coup mon travail il est d'apprendre aux parents à s'ajuster et à s'accorder au fonctionnement neuroatypique de leur enfant, mais aussi dans la relation, etc. Donc je passe pas mal par le jeu aussi. Et voilà, donc je vais pas faire de la remédiation cognitive comme Lauralie, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'on a chacune notre manière de travailler, et c'est ça qui fait que c'est hyper complémentaire. Oui, et d'autant plus important quand vous travaillez avec des enfants. Moi je suis beaucoup plus avec des adultes, donc j'ai pas cette partie-là. Donc ce sont des adultes qui viennent avec un diagnostic, mais su à l'âge adulte.
Et moi, je vais plutôt travailler autour de tous les événements qui ont pu être difficiles finalement. Enfin, je reste axée quand même psychotrauma, donc qui ont pu être difficiles en raison aussi de ces symptômes-là. Et puis faire le deuil de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu garder un emploi parce que c'était trop compliqué. Et donc réfléchir ensemble voilà, sur ce qu'ils peuvent faire d'autre, évidemment, mais faire le deuil quand même de tout ce qui n'a pas pu être fait. Et est-ce que de votre côté, en psy, enfin psy c'est parce que j'utilise les termes de Laurie, donc j'habite en psychothérapie, est-ce que ça vous arrive d'orienter des patients vers des neuropsys ou d'autres professionnels qui... Et donc, du coup, dans quelle situation et pourquoi vous le faites? Alors moi, les choses par exemple que je vais, c'est vérifier s'il y a des bilans par exemple orthophonistes qui ont été faits, des fois c'est pas le cas, et aussi au niveau sensoriel, parce que des fois la plainte c'est les hypersensibilités sensorielles qui sont fréquentes, et du coup je vais proposer plutôt de faire un bilan auprès d'un psychomotricien ou psychomotricienne ou un ergothérapeute. Et effectivement, moi je fais pas les diagnostics, du coup forcément je vais orienter notamment par rapport à la scolarité et aux adaptations dont tu parlais. Il y a un moment donné, si on n'a pas l'étiquette de poser, on ne peut pas avoir les adaptations. Et en même temps, la fatigabilité, elle a aussi un impact sur le comportement, sur la famille, etc. Donc, il y a des fois, il y a des aménagements à mettre en place. Et puis même adulte, moi, je réoriente aussi beaucoup. Quand il y a des moments dans la psychothérapie, on sent que ça patine, parce qu'il y a un fonctionnement qui n'a pas été détecté et il pourrait y avoir des améliorations. Donc, oui, dans ce moment-là, je t'en ai réorienté quelques-uns pour justement faire un diagnostic et puis peut-être de la remédiation. Et ensuite, qu'ils reviennent me voir en psychothérapie pour qu'on continue le travail. Et toi, de ton côté, tu disais que ça t'arrive de ne pas faire de bilan, c'est ça? Parce que tu penses qu'il y a un trouble psychologique ou psychiatrique et qu'il y a besoin d'abord de travailler là-dessus pour que le bilan soit probant? En fait, il y a plusieurs choses. Faut savoir que le bilan est très anxiogène, de base. Et tu as des hypothèses de pourquoi? Alors ça peut être par exemple un enfant qui est très sensible à l'erreur ou dans un environnement où l'erreur est intolérante ou ainsi. Il peut y avoir plusieurs éléments, même un élément de séparation. Le patient est en salle d'attente, si l'enfant a des problèmes de changement, de séparation, d'anxiété de performance, d'anxiété sociale, à partir de là, de toute façon, il y a des enfants qui sont pas manipulables. Moi je me souviens toujours d'un petit garçon qu'on m'a déposé dans le bureau, la mère est partie, il m'a regardé, il a pleuré. J'ai même pas eu le temps de courir après la mère, qu'elle était déjà même plus dans mon cabinet, donc je me retrouve avec un enfant qui pleure, je vais pas dire allez, assieds-toi, concentre-toi, fais les exercices. Ben non, enfin, un enfant, dès qu'on prend un enfant ou une personne, enfant, ado, adulte, il rentre avec ses bagages. C'est pas parce que il va arriver dans mon bureau qu'il va dire ma myopie, je pose la valise. Puis mon petit problème anxieux, je le vois avec la copine en face, donc je pose mon anxiété, je viens tout pur en fait. Ils viennent avec leur bagage, ils viennent avec leur entièreté au final de leur vécu, leur personnalité et ainsi de suite. Donc à partir de là, pour moi, être neuropsy, c'est aussi savoir connaître la limite de nos tests, du bilan et de l'impact émotionnel dessus. Donc à un moment donné, vous avez un patient qui a par exemple une précocité, évaluer l'endurance attentionnelle à froid, à un moment donné, c'est comme se contenter d'une Ferrari à la même puissance d'accélération qu'une Mégane et dire tout va bien. Non, si vous suspectez qu'il a des ressources, vous le fatiguez un petit peu de telle manière à rentrer dans une zone de limite compensation, vous refaites un bilan au niveau attentionnel ou autre et vous voyez le mécanisme qui fonctionne plus. Là, ça donne des indices, et là on est encore que sur le côté neuro. Mais quand derrière on voit un enfant qui a un syndrome anxieux qui est pas manipulable, moi personnellement, dès qu'on me demande de faire me parler alors que j'ai peur, je sors pas un mot. Donc sinon, en tant qu'adulte, avec le cerveau déjà formé, l'anxiété joue sur nos performances, notre fatigue et tout, c'est pareil chez un enfant. Et encore, la pédale de frein émotionnel et tout n'est pas encore bien mis en place. Donc c'est décuplé. Donc derrière, moi ça m'est déjà arrivé de refuser des bilans, en expliquant pourquoi aux parents, en entendant que c'est pas que je rechigne sur le fait qu'il n'est pas de trouble, parce qu'il y a aussi un élément de reconnaissance de la difficulté, mais qu'à un moment donné, on peut pas faire passer un bilan. Enfin, moi, personnellement, si je vois que je connais déjà une de mes conclusions, je ne peux pas conclure au vu du degré d'anxiété, je ne fais pas passer le bilan. Parce qu'à partir de là, pour moi, c'est bilanter en enfant, sachant qu'on ne pourra pas conclure tout de suite. Par contre, le réorienter en psychologie, comme je dis, même si on perd un an, c'est pas perdu parce que vous aurez évolué émotionnellement. À ce moment-là, on peut rebilanter et pas attendre 2 ans. Par exemple, sur un bilan intellectuel, c'est tous les 2 ans. Donc pour moi, faire passer un bilan intellectuel alors qu'on sait qu'on n'a pas l'environnement, pas la charge émotionnelle, enfant, ado, adulte, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc moi, je réoriente quand l'émotionnel ne va pas. Mais par contre, derrière, en rééducation cognitive, quand j'ai des patients, je leur demande leurs besoins, je les informe sur le côté émotionnel pour différentes raisons, leurs croyances, ils ne veulent pas de psychologie tout de suite, on commence ensemble. Mais quand je vois qu'on est sur une phase de plateau où c'est l'émotionnel
qui vient mettre à mal ma rééducation parce qu'on a bien récupéré au niveau cognitif, je renvoie en psychologie, parce que parfois ça relance aussi la rééducation derrière. Et là on s'ancre ce que sur l'enfant, mais par contre dans une prise en charge 10, faut pas oublier l'environnement et les parents. Ça c'est hyper intéressant, parce que c'est quand même le premier bouclier vis-à-vis de l'enfant aussi. Donc c'est vraiment un élément systémique et environnemental qu'il faut prendre en charge quand on est sur du 10. Du coup, là, tu expliques comment voilà, certains troubles peuvent pas être complètement bilantés, mais est-ce que ça arrive, par exemple, pour toi, Marie alors, chez les enfants, je pense que c'est moins le cas, mais tu me diras si peut-être c'est le cas, mais qu'il y ait des adultes où toi, tu dis, voilà, ça patine un peu, je suspecte une neuroatypie, et puis que le patient ou la patiente te dise, ben, en fait, j'ai pas envie de savoir ou j'ai pas envie d'y aller. Alors moi, ça m'est pas arrivé, pour le coup, mais j'imagine que c'est possible, oui. Après, l'objectif, j'imagine, c'est de travailler autour de pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie d'aller creuser, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce que ça viendrait dire, est-ce que c'est s'enfermer dans une étiquette, toutes ces représentations. Et puis, s'il n'en a pas envie, il faut questionner sa demande et son besoin. Est-ce que c'est parce que finalement, c'est pas ce besoin-là qu'il a envie de travailler, ça va être autre chose. Je pense qu'en plus, tout se joue dans l'alliance thérapeutique. Plus on a une bonne alliance avec son patient, plus il adhère finalement à ce qu'on lui propose, parce qu'on lui propose des choses en fonction de ce qu'il nous dit aussi. Donc, on est là en miroir. Donc, si l'alliance thérapeutique est bonne, on va lui renvoyer des choses qui sera plus à même d'entendre. Et donc, peut-être aller ensuite se faire bilanter à cet endroit. Et chez les enfants, je te rejoindrai sur la priorité. Et la priorisation, c'est quoi ce qui pose problème? Parce que vraiment, ils s'épuisent à faire plein de bilans et avoir une succession de suivis qui, des fois, ont du mal à se coordonner parce qu'on n'a pas de temps quand on est en libéral pour tout le temps tous se coordonner sur qu'est-ce qu'on travaille. C'est vraiment à questionner et l'idée de fenêtre thérapeutique est de se dire qu'on travaille avec un professionnel sur un certain temps donné. Il y aura toujours des choses à bosser, mais vraiment on va prioriser, je pense que c'est l'essentiel. Parce que sinon, après on a des enfants, ils veulent plus venir, ils veulent plus de suivi, ils en ont marre en fait, ils en peuvent plus, ils s'épuisent, ils rejettent et du coup après les parents disent oui mais il veut plus. C'est logique en fait, il en peut plus, il en a trop marre. Et du coup, des fois, moi, mon approche, ça me permet de dire, de toute façon, ça tombe bien, c'est avec vous que je travaille. Donc, il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin. Mais quand même, il y a ça à garder en tête quand même. Et faire beaucoup de psychopédagogie. Hein. Oui, c'est ça, c'est important. Quel type de psychopédagogie, du coup, tu fais? Expliquer qu'est-ce que les troubles 10, qu'est-ce que la neuroatypie, quel impact ça peut avoir. Et puis partir de son quotidien, de sa vie en fait, à l'adulte ou à l'enfant, même si moi j'en reçois pas beaucoup, pour que ce soit beaucoup plus compréhensible dans son quotidien. Et oui, c'est encore moi et je vous interromps quelques secondes. Si vous voulez retrouver nos intervenants dans d'autres contenus psy, Lauralie et Myriam de Ludvivo sont intervenues sur notre podcast. Chacune d'entre elles a fait un épisode et ils ont été très appréciés par notre communauté. Du coup, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez les retrouver facilement et je vous laisse en compagnie de nos 3 invités. Alors, j'ai une question subsidiaire, parce que sur les réseaux sociaux, parfois on dit que le HPI, le haut potentiel intellectuel, serait une neuroatypie. Est-ce que c'est le cas? T'aimes bien les questions pièges. Après, c'est peut-être moi qui... Enfin, moi, je vais partir sur la littérature et sur le côté... Enfin, moi, je suis très scientifique. Quand on prend la définition du neuroatypisme, c'est une altération fonctionnelle d'une zone cognitive qui, à la base, était fonctionnelle. Quand on prend l'HPI, c'est une quantité de myéline plus importante sur les axones, ce qui fait une vitesse de traitement plus forte, une quantité de matière grise supérieure au niveau du lobe frontal, des échanges de glucose et d'oxygène différents, de la rythmie au niveau du sommeil différente. À partir de là, je ne vois pas une altération fonctionnelle de la zone. Donc pour moi, l'HPI n'est pas un neuroatypisme. Donc je traduis, si vous êtes au potentiel intellectuel et que vous êtes en difficulté, allez consulter parce que c'est pas le haut potentiel intellectuel qui fait que vous êtes en difficulté. Après, ce qui fait, c'est que sur un environnement ou autre, ça peut créer plus de difficultés, mais ça, ce n'est pas la majorité. C'est qu'il y a quelque chose environnemental ou 10 qui va venir en fait mettre à mal votre fonctionnement ou votre sensibilité dans votre particularité de profil HPI. Car de toute façon, tout HPI ne se ressemble pas. Oui. Donc, moi, ça c'est ma réponse. Peut-être que vous la partagez pas, mais moi, quand je prends la littérature, ça rentre pas dans du neuro. Je partage totalement. Elle sait très bien Oui, mais je pense que ça peut être intéressant de pouvoir le dire aussi ici. En fait, pour moi, si je prends par rapport aux enfants et aux adolescents, c'est souvent la première lecture qui est faite, puisque c'est la première chose, le premier bilan que parfois qui va être proposé aux enfants, c'est un bilan intellectuel. Et parfois, je regrette que ce bilan intellectuel
deviennent un résumé de l'enfant. Et quand on a des indices qui sont très hauts, et ben il y a une conclusion de haut potentiel qui arrive en disant bah oui, mais c'est pour ça qu'il est rigide, c'est pour ça qu'il est en décalage social, c'est pour ça qu'il est hypersensible, c'est pour ça qu'au niveau de la cognition sociale. Et à aucun moment on a posé la question du TSA. Et non, parfois le TSA est pas du tout abordé, ou on va avoir un mélange, on va dire bah, il est TDAH, alors qu'en fait à aucun moment on a vérifié la cognition sociale et donc le TSA n'a pas été exploré. Enfin, donc les bilans oui, mais il y a besoin de, bah voilà, tu le dis très bien, de le regarder de façon systémique et pas juste se dire on va faire un tel bilan pour telle chose et puis en fait, positif, je trouve, moi, le gros problème qu'on a, c'est, mais on en avait déjà parlé pendant notre podcast, c'est que normalement, un neuropsy, quand il fait le bilan sur le côté neuropsychologique, mais comme un clinicien, sur le côté, on va dire plutôt psychopathologie, on doit prendre le symptôme et toutes les hypothèses à l'origine de la même problématique, en fait. Et on ne peut pas se dire, j'ai un problème attentionnel, je fais passer qu'un auto-questionnaire attentionnel, et je fais passer qu'un bilan attentionnel. Mais oui, parce qu'il faut regarder tout le côté relationnel. Tu disais très bien au niveau neurovisuel, il y a aussi des choses à vérifier. Enfin, et donc. C'est ça. Normalement, la base du bilan, qui est du diagnostic différentiel, c'est pour différencier les différentes origines. Et donc, derrière un symptôme, il faut aller chercher tous les symptômes qui rentrent dans la même étiquette et dans la même boîte, déjà pour savoir dans quelle boîte on va, et d'aller questionner toutes les boîtes en face. Et c'est là, en fait, on évite les... C'est ça. Sinon, on évite des erreurs de diagnostic. Ou alors, pareil, des enfants, on voit qu'ils ont des mêmes bagages et qu'on dit, mais à un moment donné, ça va pas, ça va pas. Là, il y a un questionnement quand même, enfin. Et ainsi de suite. En fait, on n'a pas été plus loin, soit que l'ordonnance du médecin, soit sinon que la plainte des parents. Sauf que normalement, en tant que professionnel, on n'est pas là pour confirmer, il a oui ou non un TDAH. Vous avez une plainte, je vais chercher l'origine. Ça, c'est par contre hyper important. Parce que sinon on tombe dans des erreurs de diagnostic, on se dit bah, je comprends pas, il répond pas à la Ritaline. Ah oui, un TSA ne se soigne pas à la Ritaline, je suis désolée. Enfin moi on m'a posé la question il y a pas longtemps, mais vous avez diagnostiqué un TDAH chez mon enfant? Je fais non, il a des problèmes de concentration, d'origine émotionnelle et tout, donc après j'ai refait tout le listing, je fais il a pas de TDAH. Et donc un problème de concentration ne se soigne pas à la Ritaline. Parce qu'on n'est pas sur une défaillance de petite communication entre nos neurones. Donc ça sert à rien de remettre un peu de traitement là-dessus. Est-ce que toi, Marie, en psychothérapie, tu vois des traumatismes qui pourraient être liés à la neuroatypie? Alors, soit, je sais pas, des situations liées à la réaction de l'environnement, soit pendant les tests, peut-être. Est-ce que ça t'arrive en EMDR, par exemple, de retraiter des choses liées aux neuroatypies? Ouais, pas pendant les tests, mais ça va être voilà, toute la période du primaire ou du collège ou des études, en fait, où la personne aura pu s'être sentie complètement rejetée ou juste différentes, pas adaptées, pas à la hauteur. Enfin, en fait, c'est toutes ces conditions très, très difficiles qui sont de plus en plus présentes. Donc oui, là-dessus, j'ai pu retraiter, mais plutôt à cet endroit-là, vraiment dans la sphère scolaire, professionnelle, dans la sphère amicale aussi. Hein, il y a pu avoir des très mauvaises compréhensions qui... le vent. Il y a eu un courant fermé, je pense. Ouais. Et donc ça permet de retravailler tant le passé que le présent aussi, parce qu'il peut y avoir encore dans le présent des difficultés de communication avec l'entourage, dans l'entreprise. Donc aller retravailler ça permet déjà, avec la psychopédagogie aussi, que lui-même puisse expliquer aux autres comment est-ce qu'il fonctionne, qu'il puisse mieux s'accepter aussi, et que ça fluidifie les échanges. Est-ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des choses du genre oui, mais maintenant les gens qui ont des neuroatypies veulent que tout le monde s'adapte à eux, mais ce que tu dis, c'est que finalement, d'une certaine manière, c'est un peu important aussi que ces personnes trouvent un entourage qui accepte leur spécificité. Oui, totalement, mais en même temps, c'est comme toute relation. Je crois que dans toute relation, on doit accepter l'autre aussi avec ses bagages, comment il est, donc pour les neuroatypies, mais pour tout le reste des traits de caractère, en fait. Donc c'est comment réussir à se présenter soi comme on est, et puis à accepter l'autre aussi comme il est. Et je pense que le souci qu'on a aussi au niveau de... C'est pas de la société, mais au niveau... C'est que vous aurez quelqu'un avec une cheville cassée, ou qui serait, imaginons, tétraplégique ou hémiplégique, on lui dirait « Oh, mais quel salaud celui qui veut te faire monter des marches !» Par contre, mettre un dyslexique sur une copie, une rédaction de 3 heures, c'est pas de la maltraitance. Et pourtant, on les met tous les deux dans une situation de difficulté. Et moi, je prends le truc, pareil, je dis, on dirait pas à quelqu'un qui est avec son fauteuil roulant. Bon, bah, t'as fait assez de kiné maintenant, donc ton fauteuil, t'en as plus besoin.
Et donc, pourquoi on C'est ça. dirait à un enfant 10 ou TDAH ou TSA, bon, t'as fait assez d'orthophonistes, t'as fait assez de groupes d'habileté sociale, t'as fait assez de remédiation cognitive, donc maintenant, tes aménagements, t'en as plus besoin. Ben non, en fait. Et c'est là, en fait, où j'ai eu, lors d'un suivi d'une guidance parentale, où j'avais un parent qui disait « Non, mais elle a quand même de la chance. » Je lui ai dit « Vous avez un enfant avec une cheville cassée, oh, t'as de la chance que ton pote te porte ton sac. Oh, t'as de la chance, elle est en cours de physique-chimie, un ascenseur dans ton domaine. » Et elle me dit « Ah oui, oui, non, en effet, c'est peut-être pas de la chance. » Je fais « Non, c'est pas de la chance. » Alors, bien sûr que c'est génial qu'elle ait un environnement bienveillant, parce que tous les environnements ne sont pas aussi bienveillants. Après, j'entends certaines plaintes de certaines personnes de dire oui, on met trop d'adaptations. C'est pour ça que moi, souvent, je demande un échange avec les enseignants pour mettre les adaptations pertinentes et pas les assaillir, parce qu'il y a aussi une réalité contextuelle sur la maltraitance des enseignants là-dessus, qui ne sont pas armés, qu'on leur donne pas un environnement pour le faire, et un besoin de l'enfant et un équilibre là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une non-connaissance, comme c'est invisible. C'est pour ça que les enfants, souvent, ils arrivent avec une confiance en eux à zéro, parce qu'ils disent oui, je suis bête. Ah non, tu as toutes les ressources qu'il faut. Souvent, je les compare à un petit bolide, donc ils sont tout fiers. Maintenant, on va réguler le moteur et la pression des pneus. Mais parce que pour eux, ils sont bêtes, en fait. Parce que c'est pas visible. Et c'est pour ça que, moi, souvent, j'en avais un, je lui avais attaché un petit peu les pieds ensemble. Je lui ai dit, bah, essaye de marcher. Il me dit, bah, je peux pas. Je lui ai dit, bah, tu fais aucun effort. Il m'a dit, bah, non, c'est pas juste. Je lui ai dit, bah, c'est ce qui se passe avec ton trouble 10. C'est qu'on te met dans des situations de difficulté, et en plus, on te flagelle de pas y arriver. Enfin, c'est comme si on bande les yeux et qu'on demande de lire. Ah, tu fais aucun effort de lecture. C'est des hérésies, mais c'est au final l'environnement dans lequel on est. Et est-ce que tu vois des différences entre les réactions des adultes et des enfants, ou bien est-ce que, et ça peut-être Marie et Myriam, vous pourrez aussi en parler, est-ce que ça, bah, c'est des croyances, des conditions qu'on peut retrouver plus tard à l'âge adulte et qui se seraient installées à ce moment-là? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que le diagnostic précoce et un accompagnement précoce, c'est quand même une aide pour justement tendre à être dans quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire, quand moi je parle de fonctionnel, c'est je sais comment je fonctionne, je sais dans tel environnement ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, j'arrive à en parler, voilà, et du coup, ben, je me souviendrai toujours d'une ado qui avait dit à sa prof de physique-chimie, je ne peux pas faire l'exercice parce que, comme dit dans mon PPS, vous ne m'avez pas donné le script. Mais là, pour moi, c'est hyper fonctionnel. Parce qu'elle sait ce qu'elle a besoin de ce script, sinon elle ne peut pas répondre. Et donc là, elle est capable de dire, je ne ferai pas l'exercice. Parce que tu n'as pas respecté mon adaptation. Oui, mieux se connaître permet de Exactement. formuler une meilleure demande à l'autre. Et Ah oui. de se faire comprendre beaucoup plus facilement. Et en même temps, ça va forcément créer des croyances sur soi-même et sur les autres. Oui, mais plus c'est travaillé C'est tôt, plus- plus la personne ne va pas intégrer le je suis bête, je peux Ou, pas y je arriver, peux pas y arriver, ouais. beaucoup de je peux pas y arriver. Au contraire, là, ça va être développé. Bah, si on me donne les bonnes ressources, je peux y C'est arriver. vrai. Et ça va donner un adulte donc qui va avoir de meilleures ressources. On peut lire parfois aussi que certains troubles, alors j'ai moins vu sur les troubles 10, mais voilà, en tout cas sur le TDAH, parfois on peut lire oui, mais c'est aussi une force. Alors j'ai entendu voilà, une personne dernièrement qui disait dans ses publications, j'en ai marre que les gens disent que c'est une force. Bah non, c'est un trouble et ok, on peut vivre avec, mais il faut arrêter de dire que c'est une force. Est-ce que pour vous, dans certaines de ces neuroatypies, vous verriez des atouts liés à cette différence, à ces atypies, ou est-ce que pour vous, quand même, avant tout, ça reste un trouble et c'est quand même difficile à porter, ou peut-être les deux? Je pense qu'il y a les deux en fonction des personnalités. Je pense qu'il y a des personnes qui, de par la difficulté de s'en sortir, qui vont dire bah, en fait, ça m'a forgé un caractère, j'ai appris à passer au-dessus de la difficulté, à mettre à distance. Mais pour moi, ça y a un travail quand on a un souvenir très mauvais, qu'on arrive à en tirer une leçon, un élément positif. Mais par contre, j'ai aussi eu 2 cas de patients avec des troubles de l'attention à l'âge adulte. Un qui me disait mais moi, mon trouble de l'attention, quand je me médicamente, parce que j'ai pas le choix pour les études, pour les examens, je ne suis plus le même, je ne me reconnais pas, et au final, mes pensées partout, mon agitation et mon côté gauche avec les verres me manquent, parce que c'est une part de moi, et il y en a d'autres qui, eux, ne se voient pas vivre sans Ritaline. Et donc ça, pour moi, c'est intrinsèque. C'est qu'il y en a qui vont prendre ça, en effet, du côté négatif, et donc ils en veulent pas, mais je pense qu'il y a un élément bien psychologique derrière avec le vécu, et il y en a d'autres, il y a le côté, on va dire, apprentissage, où ils vont tirer un élément positif, et ça va devenir une force dans leur personnalité aussi. Mais par contre, on va tous passer, je pense, par un moment donné assez bas pour le dire, surtout dans l'enfance, la notion de rejet, de différence, de recherche au niveau de l'identification et tout. Bon, là, je dis du côté psy, mais il y a quand même tout un élément là-dessus, enfin, où ça joue, quoi. Mais je pense que c'est en grandissant qu'on peut en tirer un côté positif. Suivant comment aussi ça peut être
Moi, si je prends au niveau environnement familial, suivant s'il y a un parent ou pas qui a aussi un fonctionnement neuroatypique mais non diagnostiqué, qui du coup l'est à l'âge adulte via l'enfant, mais qui retraverse toutes ses blessures ou tous ses trucs, va aussi projeter sur son enfant ses propres blessures en mode ok, mais moi j'ai galéré, il va se faire harceler, moi j'ai été harcelée. Peut-être pas, sauf qu'en même temps, l'enfant, s'il est dans un environnement où on anticipe potentiellement des choses difficiles, il peut aussi s'imprégner de ça et voir ça comme étant un problème, en fait. Parfois, récemment, parce que moi j'ai un enfant qui est 10, et il y a une fois, il m'a dit c'est trop difficile, j'en ai marre. Je dis oui, je sais, c'est embêtant d'être neuroatypique. Il m'a dit oui. Je dis oui, des fois c'est difficile. Oui, c'est vraiment difficile. Bah oui, des fois c'est vraiment difficile. Et après, il m'a dit mais des fois j'aime bien. Oui, bah des fois t'aimes bien. Et vraiment, je pense que c'est ça en fait. Et il va te dire pourquoi des fois il aimait bien? Bah parce que là, par exemple, il est en train d'apprendre à écrire avec son ordinateur et il est trop fier d'utiliser son ordinateur. Et là, par exemple, par rapport aux autres, bah lui, il est content et il est valorisé dans le fait que lui, il apprend des choses à utiliser des logiciels que les autres ne connaissent pas, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a une certaine ambivalence, mais parce que c'est un être humain et que je pense que l'ambivalence dans nos émotions, nos sentiments, elle est humaine avant tout d'être en lien avec la neuroatypie, en fait. C'est des choses que tu peux observer toi aussi Oui, avec tes patients neuroatypiques. totalement. Ouais. Mais tu le disais, c'est beaucoup l'entourage qui compte aussi, en fait. Et sur le vécu de ce diagnostic, de comment ils vont finir par le vivre. Si en effet ils trouvent toutes les ressources avec des parents qui vont accepter cette ambivalence, des fois on aime l'être ou des fois pas, c'est beaucoup plus acceptable et beaucoup plus vivable. Donc finalement, on arrive à une espèce d'accord, finalement, que bon, ce sont des troubles, on peut vivre avec, on peut apprendre à vivre avec, à vivre mieux et puis à traiter les conséquences que ça a pu avoir, mais qu'en fait, l'environnement compte énormément pour justement, c'est la construction de ces croyances qui vont perdurer à l'âge adulte et potentiellement créer des traumas. C'est important parce que vous prenez quelqu'un qui est très sensible à l'erreur, un dyslexique, ça va venir alimenter l'un et l'autre en fait. Donc c'est le travail vraiment systémique qui est important pour que ça se passe bien. Mais entre guillemets, ça peut être une souffrance pour des personnes qui sont pas forcément bien accompagnées ou pas prises en charge parce qu'il y a une incompréhension. Ou juste pas reconnues dans l'ambivalence émotionnelle, parce que vraiment et c'est pour ça que je parlais d'accordage, parce que le parent d'un enfant neuroatypique, des fois il a du mal à s'accorder parce qu'il comprend pas. Oui, mais c'est bon, j'ai dit que j'avais entendu qu'il était en colère, je vois pas pourquoi il continue encore. Peut-être parce qu'en fait il y a encore besoin d'aller explorer quelque chose d'autre et qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été réceptionné en fait. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui penseraient être neuroatypiques et ne se sentiraient pas forcément bien avec ça? Quelle serait la porte d'entrée? Plutôt une thérapie, plutôt neuropsy, plutôt autre chose? Ça dépend ce qu'ils cherchent. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça dépend de la plainte. Si au final, ils ressentent un malaise par rapport à une situation, on va dire, où ils se sentent en disharmonie ou en discordance avec l'environnement, pour moi, travailler en psychologie en premier, s'ils ont une recherche de pistes, de diagnostic ou de réponses fonctionnelles, passer par un bilan neuro. Après, derrière, normalement, le neuropsy doit pouvoir réorienter. Est-ce qu'on va être sur de l'orthophonie, de l'orthopsie, de l'ORL, de la psy, et ainsi de suite, et qui va pouvoir réorienter derrière. Et vous? Moi, par exemple, avec des parents, je vais leur dire que oui, mais est-ce qu'on commence? Oui, on va commencer, on va pas attendre d'avoir les bilans de fait, en fait. Donc, tout le côté psy peut être travaillé. Et donc, si la plainte, c'est dans le quotidien, c'est la galère au niveau de la relation, au niveau émotionnel, ça prend une place de fou, des fois, on peut déjà démarrer le suivi. Et là aussi, le psychothérapeute, le psychologue peut aussi dire, bon, on va quand même aussi aller faire le bilan ortho, psychomote ou aller chez la neuropsy pour faire passer les bilans diag, quoi. Et après, chez les enfants et les ados, il y a vraiment cet aspect étiquette au niveau scolaire où on en a besoin. Mais oui, c'est ça. Et l'idée, ça reste de travailler ensemble, en fait. Oui. En transversal. C'est comme ça que c'est le plus efficace, je dirais. Merci pour ces explications. A priori, Fabien nous dit qu'il y a quelques questions. Ah oui, j'ai des questions. Comme c'est étonnant. Donc le sujet, sans surprise, parce qu'on a vu le podcast qu'on avait fait avec Lauralie, c'était plein de questions. Donc Fabien va nous poser ces questions de l'arrière-plan, du background. Alors, première, c'est pour l'évaluation du spectre autistique chez adultes, les CRA. Alors, faudrait qu'on m'explique ce que c'est parce que je ne connais pas. Centre ressources autistiques. Les centres de ressources autistiques sont saturés ou ne reçoivent pas les adultes.
Existe-t-il un réseau de soignants sachant évaluer et prendre en charge le TCA de l'adulte? Le TSA. TSA, pardon. Parce que TSA, c'est pas C'est pas la même chose. J'ai fourché. En structure, moi je sais pas. Je sais pas si en libéral, oui, il y a, Oui, des, en il y a des libéral. psychologues qui En sont libéral, oui. spécialisés. Est-ce qu'il y aura un annuaire, Mais- par exemple Alors je sais que le CRA dispose quand même d'un annuaire Oui, avec oui. tous les psychologues qui ont été formés et qui ont fait la démarche d'appeler le CRA pour s'inscrire. Donc oui. Et après, il existe aussi Autisme Info Service où il y a un annuaire aussi qu'on peut trouver sur Internet. Et après, le mieux, c'est aussi d'appeler la personne et de vérifier qu'elle fait les bilans, qu'elle fait les ça. adultes. Ouais. Voilà, pour s'assurer et voir avec elle aussi comment ça se passe. Ça. Et même sa démarche Et diagnostique ça démarre aussi. Hein. diag. Toi, tu en fais dans la vie Ouais. Ouais. Et les personnes qui viennent à toi pour des bilans diagnostiques TSA adultes, tu sais comment ils t'ont connu Alors, souvent c'est du réseau. Donc souvent c'est mes collègues qui me les envoient. Ou alors, moi, souvent ils viennent avec une autre plainte. Une anxiété, on va dire, ils viennent avec le côté visible de l'iceberg parce que ceux qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, souvent, c'est qu'ils sont passés quand même entre les mailles du filet et qui présentaient pas tous les atypismes théoriques qu'on s'attend en fait chez une personne TSA. Et donc à ce moment-là, ils viennent pour une autre plainte. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à faire mon entretien anamnestique où je commence à repérer plusieurs atypismes qui peut être de l'autisme ou autre, hein, parce que des problèmes de relationnel ou sensoriel, il n'y a pas que de l'autisme. Moi, à ce moment-là, je fais un bilan différentiel pour aller chercher. Et quand j'ai des pistes autistiques, je vais demander un bilan du langage oral pour mettre de côté la pragmatique du langage qui peut faire la même chose. Je vais mettre de côté le côté HPI. Bon, enfin, je vais mettre de côté tout ce qui est ou d'associer. Mais moi, souvent, c'est pas... Non, un vrai bilan TSA, à mon sens, c'est le bilan neuro, intellectuel, cognitif, cognition sociale, le langage oral, l'orthopsie, psychomote, bilan sensoriel et ergo. Un gros bilan. Donc Ouais, souvent, moi, c'est c'est un un gros gros bilan, bilan. en fait. C'est pour ça que juste un auto-questionnaire, comme c'est intrinsèque, pour moi, ça répond pas déjà à si oui ou non il y a un TSA, et surtout, quel est le type de profil. Moi, j'ai des TSA qui sont très sensoriels, très cognitifs, au final, c'est des vrais bugs attentionnels, et dans les relations sociales, pas tant en décalage. J'en ai chez les filles, les TSA atypiques, où il y a des éléments anxieux, de troubles alimentaires, sensoriels, et pas forcément de cognition sociale, mais en fait, elle est touchée. Et ce qui fait cet élément anxiogène, donc souvent, je trouve ça intéressant de faire vraiment le bilan dans son entièreté, et pas que chez un professionnel qui fait un auto-questionnaire, parce qu'au final, c'est intrinsèque. Si vous ne sentez pas en difficulté, que c'est votre conjoint ou conjointe qui vous a orienté, vous allez mettre non partout, alors que oui. Donc, je trouve c'est important de pouvoir faire bien sûr. l'intégralité du bilan. Et pas qu'un professionnel qui fait que les auto-questionnaires, parce que ça néglige les autres pistes Bien qui sûr. pourraient engendrer cette même symptomatologie, en tout cas. Alors que faire quand un bilan a été posé à un HPI, mais qu'au bout de quelques années... Dont on a donc dit que ça n'était probablement pas une neuroatypie. Voilà, donc il y a un bilan qui a été posé à une personne qui a HPI, mais qu'au bout de quelques années, la personne se demande si elle n'a pas un TDAH ou un TSA en plus. Ouais. Est-ce qu'il faut refaire un autre bilan avec un autre psy, ou est-ce qu'il existe des bilans complémentaires annexes En fait, moi pour ma part, mais je vais parler vraiment que de ma pratique, moi je bilante en entité cognitive. Il y a le QI qui est au final les ressources, la sphère cognitive qui est le moteur et la cognition sociale. Donc moi l'idée c'est que si un bilan intellectuel a déjà été fait, l'idée c'est de savoir déjà comment était le bilan intellectuel. Est-ce que les scores ont bien passé les 130 ou tout le fonctionnement, ou est-ce qu'on a mis HPI mais ça sort pas alors qu'au final ça se trouve c'était une autre origine et le diagnostic HPI était hâtif ou pas. Donc ça c'est important de refaire une relecture du premier bilan et ensuite de Tu veux dire bilanter. que tu referas une lecture mais tu ne refais pas passer un bilan de QI. Si il y a déjà eu un bilan qui a bien tout prouvé ou autre, non, je le refais pas. Par contre, ça fait 2 ans chez un enfant, par exemple, Ouais. le bilan était homogène ou autre, je vais refaire le bilan intellectuel, le bilan de la cognition sociale. Si le bilan a moins de 2 ans, je fais que la sphère cognitive et la cognition sociale. Souvent, chez l'adulte, ils arrivent sans bilan intellectuel ou un bilan intellectuel dans l'enfance. Moi, j'en ai déjà eu qui étaient venus en disant oui, la HPI, j'ai eu le premier diagnostic quotient intellectuel, il n'y avait pas d'HPI qui ressortait. Le deuxième fait 4 ans plus tard, pas d'HPI. Moi je l'ai refait, il n'y avait pas d'HPI. On était sur une autre étiologie. Mais en tout cas, si le bilan intellectuel a moins de 2 ans, il n'y a pas besoin de le refaire. On peut faire juste ce qu'on a besoin pour aller confirmer ces questionnements-là. Après, si sur le premier bilan, l'HPI n'était pas mis en lumière, moi je referai le bilan intellectuel si on a plus de 2 ans pour vérifier est-ce que oui ou non, est-ce que c'était une symptomatologie qui était proche du HPI mais qui n'était pas de l'HPI. Et après, encore par rapport à tout ça, c'est quelle est la plainte et quelles sont les difficultés dans le quotidien en fait. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que
on se dit peut-être qu'il y a un TSA ou un TDAH C'est ça. et que tout ne résume pas par le HPI. Ok, et du coup, c'est quoi dans le quotidien? Comment ça se manifeste? Et parfois, il y a déjà, tu parlais très bien de l'anxiété et comment ça peut avoir un impact. Des fois, c'est l'anxiété qui prend toute la place. C'est ça. Avant d'aller faire des bilans complémentaires TSA, TDAH, peut-être voir d'abord l'anxiété et après C'est ça. faire les bilans, quoi. Alors, comment on peut trouver un neuropsychologue qui est formé à la fois au HPI, au TDAH, au TSA pour avoir le bilan complet? Alors, normalement, normalement, un neuropsychologue est formé au diagnostic différentiel. Voilà. Donc normalement, le neuropsy est formé à tous les troubles 10, à tous les troubles lésionnels, aux troubles résiduels psychiatriques, Ouais. au pré-diagnostic psychopathologique, où on sent que ce n'est pas tout ça, mais c'est en psychopatho, Ouais. où on doit réorienter, à l'HPI, à déficience intellectuelle, et ainsi de suite. Normalement. Tout neuropsy est formé pendant ses études à ça. Après, moi je sais qu'il y a par exemple les personnes avec des pathologies évolutives démentielles, je me sens pas à l'aise avec cette population-là, donc j'ai décidé de pas plus me former que mes études m'y ont emmené par rapport aux éléments lésionnels, neurodev, éléments psychopathologiques et entraves émotionnelles, qui m'intéressent plus. Donc après, il peut avoir plutôt le domaine d'expertise d'une neuro qui a décidé de ne pas s'orienter sur un certain type de pathologie, mais normalement, il est formé par ses études, et donc c'est à lui d'aller questionner cette hypothèse-là, et de réorienter s'il sent que ça sort de son domaine d'expertise. Moi, ça m'est déjà arrivé pour des retards intellectuels. De demander. Il faut C'est ça. contacter le professionnel et lui dire comment ça se passe quand on vous contacte pour faire une démarche bilan. C'est ça. Combien de rendez-vous C'est est-ce ça. que si jamais vous vous questionnez sur un trouble du langage, vous C'est me ça. le direz. Voilà. Même simplement demander déjà le temps du bilan. Parce que Ouais. si on est sur un bilan TSA, enfin moi je bilante sur des créneaux d'1h30, 1h15 de charge fonctionnelle, parce qu'après de toute façon on n'est plus manipulable. Un thérapeute qui vous dit je vous bilante en 6 heures ou en 7 heures entretien-restitution. Ouais. Enfin, voilà, fonctionnellement, il faut savoir qu'un être humain sans neuroatypisme, sans lésion, sans émotion, enfin dérégulé, on a une endurance attentionnelle de 20 à 30 minutes. Bon, à partir de là, si on vient en plus avec un symptôme, on peut pas rester 2 heures concentré. C'est pas possible. Donc c'est d'aller questionner le thérapeute, de voir s'il répond à vos attentes ou autres. Si vous avez un thérapeute qui dit si vous venez pour un bilan intentionnel, moi je fais un bilan TDAH, bon, à partir de là, c'est-à-dire déjà il aura une vision en sens unique, un symptôme, une solution. Donc peut-être qu'il répondra pas forcément à l'intégralité de votre demande. Pour les non-neuropsies, y a-t-il des tests faciles à faire passer à un patient qui pourraient valider la nécessité d'orienter ensuite le patient vers un neuropsy ou pas? Ou est-ce que ces orientations se font essentiellement sur les signes cliniques perçus en séance? Du coup, ça m'intéresserait que Marie. Parce qu'elle Moi, j'utilise aucun test pour le coup, donc en effet, ça va plutôt être les signes cliniques. Après, je peux échanger justement avec les neuropsies si je me questionne, mais voilà, si je repère des signes cliniques, je vais plutôt aller orienter et pas du tout passer de test. Je sais pas si ça existe, des tests faciles. Test facile, je pense que non, en fait. En psycho, il n'y a rien de facile, sinon il faut s'en méfier. Donc non, au mieux réorienter direct vers les personnes spécialisées. Et ça veut dire pour les non-neuropsies, il y a besoin de se former et de s'informer régulièrement et vraiment d'avoir une exploration des connaissances large. Oui, C'est ça. Vraiment, pas se dire, ok, tel auteur a écrit beaucoup de choses, donc ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ok, lisez d'autres auteurs, beaucoup, et voilà. Oui. Et même si on se forme pas spécifiquement à tout, s'informer, en fait, quoi. ouais, voilà, c'est savoir C'est ça. tout ce qui peut exister et s'entourer de professionnels spécialisés dans leur domaine pour pouvoir réorienter. Mais c'est important, en effet, d'être généraliste pour pouvoir bien réorienter après. Puis à l'inverse pour les neuropsies, de se former à la psychopatho pour pas mettre une étiquette de TDAH alors que c'est un borderline ou un état limite ou autre en fait. Ça aussi c'est important dans les deux cas parce que ça, c'est ça. Donc c'est important aussi aux neuropsies d'aller se former sur le côté psychopatho et savoir quand réorienter en psychologie. Pas avoir un seul prisme en fait. C'est ça. Prendre du recul. Pour un adulte diagnostiqué avec un TDAH et de l'anxiété, comment savoir par où commencer entre remédiation cognitive, TCC et psychothérapie? Votre besoin. Toujours revenir à la demande, oui. Ouais, votre besoin. Est-ce que c'est l'élément émotionnel, anxiété qui prend le dessus? Et à ce moment-là, c'est de commencer en psychologie. Est-ce que c'est plutôt le côté trouble de l'attention qui vous pèse le plus? C'est toujours en fait le final, le besoin quoi. Ouais, la plainte. C'est ça. Et est-ce que ça peut être les deux en même temps? Est-ce qu'on peut faire en même temps Oui. une psychothérapie et en même temps de la remédiation? On peut. Et est-ce qu'on peut être à la fois TDAH, dyspraxique, dyslexique et avoir un trouble du spectre autistique et est-ce qu'un diagnostic ne supprime pas-t-il automatiquement les autres?
Non, on se regarde parce que je pense qu'on a une idée en commune. Mais... non, on peut avoir en effet plusieurs 10. Après, c'est vrai que quand on a un panel pour les TSA atypiques, enfin moi c'est ce que j'ai vu dans une dernière lecture, j'ai trouvé hyper intéressant de souvent avoir des patients avec des panels 10. Et en fait, dès qu'on fait un peu de distance, en fait, c'était un TSA qui était masqué. Donc après, derrière, quand il y a le diagnostic de TSA, c'est d'aller vérifier de est-ce que la soi-disant dyspraxie, en fait, était un problème de coordination motrice schéma corporel du TSA, et donc un symptôme qui a été pensé en problème principal et non en fait un résultant du TSA. Donc à ce moment-là, ça serait plutôt une relecture du bilan et des bilans antérieurs pour savoir qu'est-ce qui est en effet du 10 associé, parce qu'un TSA n'annule pas les autres, et qu'est-ce qui était du symptôme du TSA et qu'on avait confondu avec un neuroatypisme. Et chez les enfants, c'est souvent ça. On va Ouais. parler souvent d'abord de dyslexie, de dyspraxie. Et voilà, après, il y a le TDAH qui débarque. Et puis à l'adolescence, la cognition sociale elle est telle que, en fait, il y a peut-être un TSA. Et du coup, c'est intéressant quand même d'aller relire les autres bilans C'est avant ça. parce que multidys TDAH, et puis après, ça se... Oui, c'est possible. Et en même temps, parfois, c'est juste parce que le TSA, il est atypique. C'est Parce ça. que les professionnels qui ont fait les premiers bilans, on n'avait pas en tête toutes les particularités du TSA. C'est ça. Le spectre, il est hyper large. Et il y a aussi encore beaucoup de stigmatisation et pathologisation au niveau du TSA C'est qui est ça. assez forte. Et du coup, c'est oui, mais il regarde dans les yeux, il répond aux questions, donc il ne peut pas être TSA. C'est ça. Si, c'est possible. C'est ça. Et c'est souvent ceux-là, en fait, où ils vont tomber dans des profils multidys ou dans du Ouais. TDAH, avec ou sans le H, et en fait que c'était du TSA. Donc à ce moment-là, le mieux, c'est de faire une relecture des bilans pour savoir oui, en effet, un 10 associé à un TSA est possible, mais est-ce que c'était pas l'un des symptômes du TSA, et non un 10 comme on pensait. Comment est-ce que vous adaptez vos méthodes de communication et d'interaction pour répondre à des besoins spécifiques de ces personnes? Est-ce que vous avez des exemples et peut-être des résultats à nous proposer? Les gens veulent tout savoir. Ouais. Tu veux commencer? Vous voulez commencer? Vas-y, Marie. Non, T'adaptes? Est-ce Comment t'adaptes? je croyais, ok, avec le patient, pas. Comment tu t'adaptes aux patients Si on s'appelle. C'est vrai que on s'appelle souvent. Oui, c'est ça. Eh ben, je sais pas, là ça me pose une colle. Comment est-ce que je m'adapte Est-ce que tu le fais? Peut-être pas d'ailleurs. Oui, peut-être pas. J'ai envie de dire, je reviens à l'alliance thérapeutique qu'on crée progressivement avec la confiance qui arrive, avec l'écoute, le non-jugement, en fait, tout ce qui est la base de la psychologie finalement. Je saurais pas le penser autrement là, j'aurais pas forcément d'outils à développer. Et ça se trouve, tu te réadaptes, si tu vois un patient qui décroche attentionnellement, tu te réadaptes peut-être aussi déjà dans ta posture inconsciemment aussi. Hein. Oui. Ouais, en fait, c'est ce que tu Relationnel. dis. Si moi je prends avec les parents ou même avec des adultes, parce que ça m'arrive de faire des rendez-vous en thérapie adulte, il y a un côté où je vais chercher à comprendre vraiment le fonctionnement et vérifier et demander des feedbacks à la personne pour checker au niveau attention, pour... Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous retenez de ce qu'on vient de dire pour vérifier ce qu'elle en a Oui, d'accord. compris, etc. Et après, avec les enfants, on va faire des outils pratico-pratiques. Et je dis aux parents, vous testez parce que je ne sais pas ce qui peut marcher. Donc, on teste dans le quotidien, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si ça correspond pas. Ça. Puis après, on réaménage, quoi. Parce que finalement, on fait pas ça avec tous nos patients. Non, mais c'est finalement, ça, pour s'adapter c'est- à leur personnalité, leur. Ouais. Moi aussi. C'est C'est de la communication. Moi, je leur demande toujours, alors je vais vous poser des questions ou vous proposer une hypothèse. Si ça vous parle, tant mieux, mais si ça vous parle pas, vous me le dites tout de suite, Oui, c'est qu'on c'est n'est ça. pas sur le bon chemin. Donc oui, c'est peut-être ça, de s'adapter. Je sais qu'en bilan neuro, quand je vois un élément dysphasique, donc un trouble de la compréhension du langage oral, je vais directement adapter mes phrases courtes, plus d'implicite, plus de second degré. Je vais faire le premier exemple, je vais faire beaucoup, enfin, c'est pas du photolangage, mais presque, en fait, je vais passer presque par le langage des signes, mais avec des signes compréhensibles de chacun. Quand je vois un élément anxieux et que je vois que la personne bloque, il faut savoir, dans le quotient intellectuel, s'il répond au-dessus de 30 secondes pour certains items, il a faux. Bah oui, mais si vous voyez que les yeux déjà ne fonctionnaient pas parce qu'il y avait une muraille de Chine entre lui et le support, c'est un zéro ou c'est un zéro émotionnel. Donc moi à ce moment-là, je vais peut-être poser la question qui souvent arrive à les débloquer. Mais que voyez-vous? Expliquez-moi ce que vous voyez. Et en fait, les yeux se remettent à fonctionner et là, ils trouvent la réponse. Donc moi, je vais réadapter beaucoup de choses en sachant que pour moi, un bon thérapeute, c'est au niveau de neuro, je vais parler de neuro, c'est quelqu'un qui sait réadapter l'échelle sans sortir du cadre théorique. Parce qu'il faut savoir qu'un bilan est créé sur des personnes qui fonctionnent bien, parce que le but, c'est que nous, en tant que neuropsy, on va aller chercher les déviations vis-à-vis de la norme, ceux qui s'écartent de la norme, ce qui
s'écarte du fonctionnement qu'on attend d'un enfant ou d'un individu à tel âge. Et donc, l'idée, c'est que si on est sur une précocité, on a besoin de voir les ressources, par exemple. Donc derrière, dire, oui, il n'y a pas d'HPI, mais parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, super, je lui ai bandé les yeux, il n'arrive pas à lire, il est dyslexique. On a parfois des hérésies comme ça, en fait. Donc l'idée, moi, ça m'est déjà aussi arrivé d'arrêter un bilan attentionnel, parce que j'ai vu que l'enfant, pour moi, était myope. Et les yeux ne fonctionnaient pas. Bon, on a arrêté, ils ont fait le bilan plus tard, on a pu finir le bilan. Donc les scores étaient bien sûr ininterprétables, mais juste pour montrer qu'il n'y avait pas de retard intellectuel, parce que c'est vers ça qu'ils voulaient aller. Mes derniers scores étaient dans la norme, donc on a pu rejeter l'hypothèse du retard intellectuel, on n'a pas pu poser le quotient, on a dû le refaire 2 ans plus tard. Mais par contre, c'est pour moi réimportant de réadapter sa posture pour limiter les biais qui sont dus à l'environnement, aux troubles associés, ou des autres troubles qui n'ont pas à être évalués dans le test que je présente. Donc pour moi, la meilleure façon d'être au plus proche du symptôme du patient, c'est de connaître son modèle théorique, de connaître l'impact qu'on peut avoir ou qu'il va avoir pour au final adapter en restant dans ce sur quoi le bilan a été créé. Oui, et puis le bilan, après, c'est surtout aussi de l'interprétation du bilan et aussi de voir comment ça va nous être utile pour le quotidien. Donc des fois, effectivement, il y a des petits aménagements dans la consigne et qu'effectivement, on va en tenir compte et dans le bilan et dans l'interprétation, ça nous donnera des pistes pour après dire, ok, au niveau scolaire, on va mettre par exemple des phrases courtes, on va mettre un support visuel en place, parce que quand on fait ça dans le bilan, il y a des réussites, alors que quand on le fait pas, on voit bien qu'il y a un échec. Donc c'est dommage. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est de se dire, par exemple, pour l'élément dysphasique, on sait que c'est à partir d'un bonjour ça va qui compense, à ce moment-là, c'est de réduire déjà les phrases à l'oral, quoi. Donc voilà, c'est de réadapter. Tu peux peut-être en prendre une ou deux encore. Il n'y a plus de questions. Parfait. Non, t'avais dit qu'il y en avait plein, je me disais, On en a répondu à 6 quand même. Ouais.